Svi Mazel, bonjour, Boker Tov. Boker Tov. Alors, nous avons le plaisir de discuter ensemble ce matin pour essayer de commenter cette annonce, cette démission surprise annoncée par Donald Trump hier de l'ambassadrice des États-Unis à l'ONU, Nikki Haley. Alors, avant d'essayer d'expliquer les raisons de cette démission, premièrement, avant tout, un bilan sur la fonction sur les 2 années passées par Nikki Haley à la tête donc de la délégation américaine aux Nations Unies. Comment peut-on mesurer l'impact de sa mission, en particulier, bien entendu, du point de vue israélien? Est-ce qu'elle a véritablement, de par son soutien inconditionnel à l'État d'Israël, modifié certaines réalités au sein du Palais de Verre à New York? Et il n'y a pas de doute. Elle était une grande défendrice d'Israël. Jamais on a vu ça dans le passé, peut-être avec John Kirkpatrick il y a très longtemps. Mais de toute façon, elle l'a fait avec tant de croyances, n'est-ce pas? Oui. Avec tant d'amour pour Israël, détermination, et tant d'amour pour Israël avec une élégance formidable. Et puis c'était une femme, une très belle femme, tout ça, ça aide, bien entendu. Oui. Elle n'avait pas aucune hésitation de dire aux Arabes qu'ils sont en train de mentir, qu'ils disent pas la vérité, qu'ils sont hors de la réalité avec leurs arguments. Et elle était vraiment très, très spéciale. Et c'est une très grande perte pour Israël, il n'y a pas de doute. Aussi pour l'Amérique, puisqu'elle a mis, en fait, elle a fait retourner l'Amérique comme un pays important et un pays grand. C'est-à-dire l'Amérique en soi, c'est un pays important et très grand, et pas de doute la plus grande puissance du monde. Mais le président Obama a changé tout ça. Il a dit publiquement qu'il veut affaiblir l'Amérique, puisque l'Amérique était trop grande, elle offensait les autres pays, et surtout l'Islande. Oui. Donc, elle a tout changé. Tout ça mais est-ce que, par exemple, son empreinte va rester aux Nations Unies? Est-ce qu'elle a réussi, par exemple, à ébranler certains pays qui étaient traditionnellement anti-israéliens, qui votaient contre l'État d'Israël? Est-ce que vous avez le sentiment que le passage de Nikki Haley à l'ONU va modifier en fait ce qu'avait dit Benjamin Netanyahou dans un discours à l'ONU il y a 2-3 ans, que l'ONU était en train de changer, que les nations du monde commençaient à changer dans leur relation avec l'État d'Israël? Est-ce que Nikki Haley a consolidé, a eu un rôle important dans ce changement? Je crois que oui. Écoutez, un changement aux Nations Unies, c'est un processus très lent. Oui. Parce que les pays européens et les pays du tiers-monde, depuis une trentaine d'années ou quarantaine d'années, votent toujours dans la même façon. Ils ont leur coalition, ils travaillent ensemble. Le tiers-monde croit qu'il doit être solidaire avec tous les autres pays, surtout les pays arabes. Les pays européens sont traditionnellement anti-israéliens, mais quand même, on sent que ceci a bougé. Certains pays européens ont commencé à voter, à s'abstenir au lieu de voter pour les Arabes, n'est-ce pas? Il y a un changement. Et puis, ce qui est important, qu'elle a fait ancrer de nouveau que l'Amérique est là. L'Amérique va défendre Israël. L'Amérique va aller contre l'Iran. Elle ne sera pas d'accord avec le terrorisme iranien, avec la bombe atomique iranienne qui est en route, etc. Donc, elle a mis dans la tête des gens, des pays, des chefs d'État, des ministères des Affaires étrangères, qu'il y a un changement. Donc, si il faut à un moment donné prendre une décision et dire non, ou peut-être même attaquer, je ne sais pas, par la force, les Européens et les tiers-monde savent maintenant que l'Amérique est capable de le faire. Voilà, ça c'est très important. Alors, la question que l'on se pose maintenant, c'est pourquoi finalement quitte-t-elle cette fonction? Elle est restée moins de 2 ans donc en poste. Ce n'est peut-être pas suffisant. C'est suffisant pour laisser une empreinte quand on a la personnalité qu'elle a. Mais pourquoi est-elle partie? Est-ce qu'il y a derrière cela une sorte de divergence de vue avec le président américain? Comment interpréter cette démission? Écoutez, pour l'instant, personne ne sait. Et tout le monde a été surpris, y compris la Maison-Blanche et tout l'establishment américain, parce qu'elle a fait son travail d'une façon vraiment formidable. Et puis, hier ou avant-hier, on a su qu'elle démissionne, alors que 2 ans, justement, le temps
pour prendre conscience de ce qui se passe des Nations Unies, être un professionnel des Nations Unies. Et justement, à partir de là, elle aurait peut-être fait même mieux, si c'est possible, n'est-ce pas? Elle part. Alors, écoutez, hier, on a vu la session, la rencontre entre le président Trump et Nikki Haley, quand ils ont annoncé ensemble la démission. Ils étaient vraiment en pleine harmonie, il n'y a pas de doute. Et tout le monde a félicité l'autre, enfin, l'un a félicité l'autre, etc., etc. Et on ne sait pas. La seule hypothèse, ou je ne sais pas comment le dire, est qu'elle voudrait se préparer pour la présidence, pas de 2020, c'est trop tôt, et puis c'est une amie de Trump, et probablement pour 2024, parce que pour se préparer à une campagne pour la présidence, il faut qu'elle, 6, 7, 5 ans, même plus, comme Hillary Clinton l'a fait, n'est-ce pas? Oui. Il faut mobiliser tout un camp qui te défende dans tous les pays fédérés de l'Amérique. Peut-être, mais on ne sait pas. On ne sait absolument pas. Elle n'a rien dit, elle n'a pas expliqué, et ni le président Trump. C'est une grande perte pour Israël, il n'y a pas de doute, mais c'est une perte pour l'Amérique, écoutez. Et dans ces deux dernières années, l'Amérique a quitté le Conseil des droits de l'homme, l'UNESCO. Donc, l'Amérique a montré voilà, il y a quelqu'un de nouveau dans la scène internationale et qu'elle était la vraie voix de l'Amérique. Et voilà, elle est partie, c'est comme ça le monde. Oui, on ne sait pas qui sera son remplaçant ou sa remplaçante. Le nom, on a évoqué la possibilité que ce soit la fille de Donald Trump, mais ça a été balayé cette nuit par elle et par le président américain lui-même. Mais par exemple, Jared Kushner pourrait être lui-même un candidat raisonnable à une de telles fonctions? En principe, mais là, on tombe dans le népotisme, mais je ne crois pas que Trump voudrait le faire. Il est attaqué de toute façon sur beaucoup d'autres choses. Et ce matin, on a entendu le nom de Lina Powell, qui était conseillère à la sécurité nationale. Non, exactement. C'est une femme très connue, très forte, très énergique. On va voir, écoutez, il faut attendre, parce que nous sommes tous surpris. Alors, oui, ça intervient, je ne sais pas, certains observateurs ont dit que c'était possible que cela exprimait une sorte de divergence de vue avec l'administration Trump sur le plan de paix que l'administration prépare pour le règlement du conflit israélo-palestinien. Je ne sais pas s'il faut s'attarder avec sérieux sur cette éventualité. Ça vous semble possible, cela? Écoutez, puisqu'on ne sait pas. Écoutez, les journalistes, et vous êtes journaliste, et vous cherchez toujours une explication. Une explication, parce qu'il y a une explication. On ne le connaît pas. On ne le saura pas. Dans quelques temps, on le saura. Mais de toute façon, nous sommes tous reconnaissants à cette femme qui a défendu l'Israël de façon formidable et a montré qu'on peut faire autre chose qu'attaquer Israël sans arrêt. Alors, je voudrais profiter que nous discutions ensemble pour vous poser une question concernant la situation dans le sud du pays. Vous la suivi toujours de très près. Vous êtes, je le rappelais, ancien ambassadeur d'Israël en Égypte. Comment expliquer, Tzvi, que au lendemain des émeutes et de tentatives des Palestiniens de forcer la frontière, la barrière de sécurité entre Israël et la bande de Gaza, eh bien les Israéliens montrent de générosité, en tout cas humanitaire, et autorisent l'entrée de 200 tonnes d'essence pour les habitants de la bande de Gaza. C'est difficile à comprendre. Comment expliquer cette décision d'hier? C'est une situation, ce qui se passe là-bas avec Hamas dans le sud, est une situation très complexe. Et pour comprendre cela, il faut aller un peu plus profondément. Je crois que Hamas a perdu tous les moyens d'attaquer Israël par terre, par mer, sous la terre, etc., etc. Il était incapable de faire quoi que ce soit. Alors il a mis sur place une stratégie nouvelle, attaquer sur la frontière, pour harasser Israël, pour harasser les soldats pour embêter les gens qui habitent tout autour de Gaza. Il y a à peu près 20 000 ou 30 000 personnes. C'est très embêtant parce que tout le temps, il y a de la fumée, etc. Il y a des bruits, des explosions. Alors, en fait, les Hamas mènent contre nous ce qu'on appelle une petite guerre d'usure. Oui. Et là, croyant qu'à un moment donné, Israël sera d'accord pour enlever ce qu'ils appellent, eux, le siège. Le siège vient de l'Égypte.
Et d'ailleurs, le siège est un siège de sécurité pour empêcher l'arrivée des armements, des explosifs à Gaza. Parce que nous avons quitté Gaza et dans le but, pensant, espérant, disons, qu'ils feront là-bas un petit pays prospère parce qu'Israël était prêt à aider, n'est-ce pas, le développement économique de cette enclave. Au contraire, ils en ont fait un camp tranché contre Israël. Alors, donc, mais ce qui se passe, Israël, voilà, face à cette guerre de jure, à cette stratégie nouvelle d'Israël, Israël a décidé de ne pas occuper Gaza de nouveau. Il faut souffrir en paix, il faut avoir beaucoup de très solides nerfs, mais ils ne veulent pas attaquer cette enclave et détruire Hamas, oui, mais qu'il mange ce qu'il a fait. Ce qu'il mange, seulement il faut du temps. Je crois qu'on peut dire, contrairement à ce que ça soit, que nous menons une guerre d'usure contre le Hamas. Parce que combien de temps peut Hamas envoyer tous les jours de 10 000 ou 20 000 personnes avec beaucoup de pertes, n'est-ce pas? Il y a des Palestiniens tués, il y a beaucoup de blessés. Jusqu'à présent, il y a 200 Palestiniens tués et 5 000 blessés. Écoutez, les Palestiniens sont aussi déjà humains. C'est-à-dire, à combien de temps ils peuvent le faire? Donc, il y a ici une guerre des nerfs qui est en train de se faire. Israël ne veut pas attaquer. Israël ne veut pas attaquer aussi. Benjamin Netanyahu l'a dit hier, il ne veut pas de conflit aujourd'hui. Non, d'accord. Mais seulement, écoutez, si Israël occupe Gaza, alors quoi? Tout d'abord, il y aura une guerre de quelques jours, il y aura plusieurs personnes, pas mal de soldats qui seront tués. Pour nous, c'est terrible, n'est-ce pas? Et puis après, une fois on a occupé ça, on a détruit le Hamas. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait avec 2 millions de Palestiniens? Il faut leur donner tout. Non, il faut qu'ils prennent les responsabilités. Le Hamas veut que la responsabilité civile soit ou bien d'Abu Mazen, ou bien d'Israël, ou bien du monde entier, mais pas lui. Parce que lui, le Hamas veut prendre tout l'argent qu'il peut, accaparer, prendre de tout genre, et renforcer sa présence militaire, son équipement, etc., pour la grande lutte contre Israël. Alors Israël a dit, OK, il faut souffrir, notre souffrance, si je puis dire, est minime. Jusqu'à présent, un seul soldat a été tué, n'est-ce pas, un seul soldat. Alors on peut absorber ça, malheureusement. Il faut attendre voir ce qui se passe. Voilà. Et puis l'Égypte, n'oubliez pas l'Égypte. Oui, voilà. L'Égypte est très important. L'Égypte fait une pression énorme, et sur Abu Mazen, et sur le Hamas, d'essayer de trouver une espèce de solution. Tout d'abord qu'ils se mettent ensemble, et puis après que les Hamas arrêtent ces bêtises. C'est très important pour l'Égypte, parce que s'il y a jamais une guerre ou une explosion interne dans Gaza, immédiatement, le Nord Sinaï est influencé. Parce qu'il y aura toujours une connexion avec l'État islamique qui lutte contre les autorités égyptiennes là-bas au Sinaï. Donc, ils veulent la paix. C'est leur intérêt le plus important de l'Égypte d'avoir la paix à Hamas. Par contre, Hamas sait tout ça. Ils tiennent les coups pour l'instant, mais combien de temps, on va voir. Eh bien, merci beaucoup, Tzvi Mazel, de nous avoir commenté cette actualité brûlante, en particulier donc cette démission de Nikki Haley de sa fonction d'ambassadrice des États-Unis aux Nations Unies. Merci d'avoir été avec nous ce matin et bonne journée. Bonne journée. Voilà, nous allons marquer une pause musicale et on va retrouver tout de suite après, avec beaucoup de plaisir, Eliana Gurfinkel, après une petite absence d'une semaine, pour sa chronique « Un jour, notre histoire ».